Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir avec bien sûr notre fidèle Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes désolés pour ce retard Ah indépendant de oui, volonté. effectivement, je m'en excuse. Et d'ailleurs, je suis un petit peu enrhumé, donc ne m'en voulez pas si j'éternue ou voilà. Alors, les amis, comme d'habitude, je ne vous rappelle pas le concept, mais vous le connaissez, je vais vous le dire quand même. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous. N'hésitez pas encore à partager un maximum le live. Et si vous intervenez, s'il vous plaît, restez sur le sujet. Voilà, Monsieur Cohen, je vous laisse Oui, commencer. Allez, c'est bien. parti. Alors, nous allons débuter avec un article qui est apparu cette semaine, selon lequel l'Autriche a accordé en 5 ans 40 000 passeports aux descendants des victimes du nazisme. Bon, il est évident que on n'a pas besoin d'apporter une preuve quelconque euh, de, de victimisation ou de discrimination ou de harcèlement. Il suffirait de dire, voilà, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père a vécu en Autriche. Voilà. Donc, ce n'est pas difficile d'apporter une espèce de preuve légère parce qu'il est certain qu'il est probable même que beaucoup de papiers ont été perdus, puisque les nazis, quand ils ont occupé l'Autriche, ce qu'on appelle l'Anschluss, ça veut dire la réunification, l'annexion de l'Autriche en 1938, ils ont pu peut-être faire de ménage dans les bâtiments administratifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, imaginez l'Autriche accorder 40 000 naturalisation, ça veut dire que l'Allemagne, proportionnellement, a probablement naturalisé au minimum 100 000 personnes, sans compter le Portugal et l'Espagne. J'ai déjà mentionné que c'est le Portugal. J'ai certains membres de ma famille qui ont d'origine marocaine, enfin nés en Israël, mais se prétendant avoir des ancêtres portugais et qui donc ont obtenu un passeport portugais. Et en fait, c'est un très mauvais coup fait à Israël. Évidemment, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais je ne crois pas. Bon, mais je suis sûr que l'establishment sioniste, l'État profond sioniste, il doit être vachement embêté par ces naturalisations. Je vous rappelle quelques éléments historiques. Vous savez, quand l'URSS s'est effondrée, beaucoup de juifs russes ou ukrainiens, c'est là où il y a le plus de juifs, hein, c'est en Ukraine et en Russie, sont allés en Allemagne. Pourquoi? Parce que à l'époque, l'Allemagne, vous savez, j'ai vécu un peu en Allemagne, j'ai connu ça aussi. L'Allemagne proposait une carte de séjour à tous les juifs qui viennent en Allemagne. Je peux dire que j'ai plus ou moins bénéficié de cette mesure, mais on ne va pas entrer dans les détails. Voilà. Et donc, en fait, euh, si on remonte un peu plus loin dans le temps, dans les années 70, le lobby sioniste mondial a fait d'énormes pressions sur l'Union soviétique pour qu'elle laisse partir les juifs qui souhaitent quitter l'Union soviétique. À l'époque, pour sortir de l'Union soviétique,
C'était rarissime pour obtenir un passeport ou un visa de sortie. Mais les Juifs ont obtenu, il y a eu des pressions, des campagnes internationales avec ce fameux slogan Let my people go. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Louis Armstrong, Let my people go. Bon. Et donc, cette campagne a porté ses fruits. Et l'URSS avait donné son accord et les Juifs arrivaient en Autriche. Pourquoi l'Autriche? Parce que c'était un pays neutre. Or, ils se sont rendus compte qu'en arrivant en Autriche, la plupart des Juifs demandaient l'asile politique à un pays occidental. Donc, Israël ne gagnait pas dans l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les sionistes? Ils sont allés voir Ceausescu, vous savez, le grand dictateur roumain, et ils lui ont dit, voilà, on va vous donner un paquet de dollars, et les Juifs soviétiques, donc inclus ukrainiens, etc., vont passer par l'aéroport de Bucarest et ils n'auront pas la possibilité de demander l'asile politique. Ils iront directement en Israël, forcés. Et il m'est arrivé de rencontrer un ingénieur ukrainien qui m'a raconté pas mal d'histoires de ce genre dans les années 90. À cette époque-là, j'avais pris des cours de russe à la ville de Paris pendant 3 ans. Et nous avons créé une espèce de club de discussion où il y avait des Russes qui venaient, dont cet ingénieur juif ukrainien qui a été pris dans la nasse, qui avait détesté Israël à un point incroyable. Il nous a raconté, enfin pour lui, Israël regardait quand même quelqu'un avec une préscience extraordinaire. Il nous a parlé du fascisme israélien de l'époque, etc. Et il a eu un mal fou à quitter Israël et à obtenir l'asile politique en France. Et donc, c'est juste pour vous dire, et en Allemagne, au début, quand les gouvernements allemands accordaient des visas, enfin une carte de séjour aux Juifs qui quittaient l'Empire soviétique et après la Russie et l'Ukraine, le gouvernement israélien a protesté auprès du gouvernement allemand. Et il dit, c'est pas normal que vous accordiez cet asile aux Juifs. Il faut qu'ils viennent en Israël. Et le gouvernement allemand a dit, ça c'est notre problème, on fait ce qu'on veut. Parce que, en fait, vous savez, quand vous entendez les sionistes verser une larme de crocodile sur l'antisémitisme, c'est de l'hypocrisie totale. Parce qu'en fait, Herzl l'avait dit dans son fameux livre, il comptait beaucoup sur l'antisémitisme pour faire partir les Juifs en Israël, en Palestine. Et parfois même, les sionistes favorisaient l'émergence de l'antisémitisme. Et donc, c'est pratiquement pour moi, je pense qu'il y a entre 120 000 et 140 000 passeports européens qui ont été accordés à des Israéliens, ce qui est colossal. Et d'abord, pourquoi ces gens-là, en général, ceux qui ont demandé et obtenu un passeport allemand ou autrichien, sont des Israéliens d'origine européenne, c'est-à-dire très cultivés, très bien formés, la classe moyenne supérieure, ce sont des libéraux. Et même, par exemple, je peux parler de ceux qui l'ont obtenu dans ma famille, donc d'origine marocaine, mais ils ont le statut de classe moyenne supérieure. Et donc, ils sont tentés par l'étranger. C'est-à-dire, pourquoi ils ont pris ce passeport? D'abord, il y a beaucoup qui sont déjà partis, puisqu'ils peuvent s'installer n'importe où en Europe. Et
Mais d'autres peuvent. D'ailleurs, on avait fait une émission il n'y a pas longtemps sur le départ de 90 000 Israéliens en un an. Probablement que la plupart de ces gens-là avaient un passeport européen. Et ces gens-là ils ont une tradition intellectuelle, une tradition libérale, une tradition d'ouverture, de très bons métiers, et ils sont fatigués non seulement de la guerre, bien sûr de la guerre, mais du fanatisme qui est en train de gagner la société israélienne. Juste pour vous donner une idée, il y a 2 jours, l'ancien président de la Cour suprême, vous savez, en Israël, la Cour suprême bénéficiait, je dis bien bénéficiait au passé, d'un prestige extraordinaire. C'est-à-dire vraiment, c'était l'institution intouchable. Cet ancien président de la Cour suprême était avec sa fille dans une voiture et ils ont été bloqués, secoués, insultés en pleine rue par des militants d'extrême droite. Voilà. Tout simplement, ça veut dire qu'on est arrivé dans une société où l'extrême droite s'exprime avec violence, même contre leurs compatriotes juifs, libéraux ou progressistes. Voilà. Je peux vous citer des cas, par exemple, de professeurs qui ont été obligés, poussés à la démission, parce qu'ils prenaient des positions libérales. Et donc, probablement, ça va encore pousser pas mal d'Israéliens, tous ceux qui peuvent obtenir ce passeport, en prétextant, en remontant même à la 3e ou 4e génération. Et les Européens, ils ont envie de bien faire. Voilà, je parle de la Pologne. Tout passeport européen est intéressant, puisqu'il donne l'accès à toute l'Union européenne. Et donc, c'est une nouvelle très, très difficile pour le système israélien. Évidemment, il ne peut pas critiquer, parce que parfois, je me dis peut-être, il y a une espèce de cynisme. Vous savez, les Européens, enfin, quand je dis les Européens, ça veut dire les dirigeants européens. Prenons par exemple la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne avait une politique très cynique vis-à-vis de l'implantation juive en Palestine. Si au début, c'est-à-dire dans les années 1920 et 30, elle avait plus ou moins encouragé leur installation, à partir des années 34-35, elle a commencé à freiner. Et même à limiter, etc., parce qu'elle se rendait compte que ça pouvait nuire à son influence dans cette région. Et même en 45, 46, 47, elle a tout fait. Elle a même bloqué l'arrivée des Juifs rescapés des camps. Enfin, vous imaginez, bon. Mais la Grande-Bretagne, une fois que l'État d'Israël est devenu indépendant et qu'elle a vu que cet État pouvait être utile, elle a intégré dans son alliance, et en 1956, elle a invité Israël et la France à combattre Nasser. Mais en fait, l'Occident, même les États-Unis, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ils n'ont jamais levé le petit doigt pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, même avant, pour aider les Juifs européens. Donc il ne faut pas se leurrer. Si les Européens font ça aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont obligés, culpabilité, etc., influence des Sayanim et tout. Mais il y a peut-être cette idée, peut-être, en tout cas un peu cette idée, que si on donnait un passeport aux Israéliens cultivés, qui ont une bonne formation, etc., d'abord, ça va nous aider. L'Allemagne a besoin de ces gens-là. Vous savez, bon,
toute l'Europe a un problème de natalité. Donc, les Israéliens, surtout à ce niveau de professionnalisme, sont très appréciés, sont très reconnus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, les Européens pourraient être tentés de donner ces passeports pour attirer des cerveaux israéliens. Vous savez qu'il y a un prix Nobel de physique israélien qui, il y a 2 ans, il avait parlé de fuite de cerveaux israéliens. Et donc, sur le plan de la recherche médicale, biologique, technologique, etc., ce sont des gens très recherchés. Et les Européens, sous couvert d'un acte humaniste, mais vous savez, le cynisme des politiques, il peut atteindre un degré comment dire, de machiavélisme fabuleux. Ce sont des gens qui, il faut pas, là, ce sont des gens qui n'en ont rien à fiche des populations. Et donc, ce qui les intéresse, c'est d'abord ce qui pourrait les intéresser. Moi, je fais des hypothèses, voilà. D'abord, ils font venir des dizaines de milliers d'Israéliens chez eux, ce qui est toujours un bonus, puisque vous accueillez des gens compétents à 100% qui peuvent tout de suite travailler. Et deuxièmement, ils vident Israël de son potentiel. Parce que finalement, vous savez, il y a beaucoup d'Européens, d'Occidentaux, je parle au niveau des diplomates, qui ne seraient pas mécontents de voir Israël, disons, s'affaiblir et même être battu, voilà, pour qu'il rabaisse son caquet et puis qu'il soit moins insolent et moins arrogant. Évidemment, ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas le faire, mais indirectement, ça leur ferait plaisir de voir ce pays, disons, être acculé à négocier et à être moins arrogant. Voilà ce que c'est cet article. Ce sont un peu les réflexions que ça m'a donné, enfin, en revenant à cet article, et surtout que c'est un pas vers 2 choses. L'affaiblissement de la structure intellectuelle d'Israël, et surtout aussi ces gens qui vont partir, ils vont laisser la place à qui? Aux religieux, aux messianistes, aux extrémistes, aux fascistes, etc., qui deviennent d'une arrogance absolue. Récemment, je vais finir par ça, il y a un ministre qui a défié la Cour suprême. Voilà, alors, ouvertement. Et ça, c'est inimaginable dans l'histoire politique de l'État sioniste. Alors, merci, Monsieur Cohen, pour votre argumentaire sur cette question. Les amis, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui veulent interagir avec Monsieur Cohen et bien sûr sur la thématique. Alors, j'ai un premier intervenant sur TikTok. Une petite seconde avant de vous donner la parole. Monsieur Cohen, cette histoire de passeport, comme vous nous Oui, l'avez expliqué, donc en l'occurrence l'Autriche qui décide de naturaliser 40 000 Israéliens. Moi, je voudrais vous poser une question, c'est par rapport vu qu'on est dans la thématique là, des passeports, combien il y a de pays dans le monde qui autorisent à ce qu'un passeport israélien puisse entrer dans son territoire? mais je Il y en a, crois tous les pays, à non, part. qui refusent, pardon, excusez-moi, ma question c'était qui refusent. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même. Je ne les connais pas, mais j'imagine l'Algérie, la Tunisie, je crois. Dans les pays arabes, il y a le Yémen, voilà, la Tunisie, l'Algérie, le Yémen, le Liban. Bon, je crois que c'est tout. Enfin, je pense. Peut-être l'Irak. L'Irak, à mon avis, officiellement,
Ça veut dire que les Israéliens qui sont en Irak, ils sont là-bas clandestinement. Voilà. Donc après, je ne vois pas quel pays pourrait le refuser. Peut-être Cuba, je ne sais pas, peut-être. Je ne suis pas sûr, peut-être Cuba. Mais il faudrait que j'ai pas vraiment creusé la question. Mais a priori, je ne vois pas d'autres pays qui le font, mais il y en a peut-être, mais ils ne doivent pas être nombreux, voilà. Alors, bon, il y a l'Iran, hein, la question, Oui, l'Iran, bien sûr, pardon, oui, oui, je ne sais pas si vous j'aurais l'avez dû- cité. non, non, je ne l'ai pas cité, mais évidemment, bien sûr, j'aurais dû le dire, bien sûr. Ouais, l'Iran qui est au centre de l'actualité, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi peut-être, je crois, le Pakistan, l'Arabie Saoudite? Oui, 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 bien sûr, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Pakistan, l'Arabie Saoudite, oui. Encore que l'Arabie Saoudite, officiellement, mais Officiellement, bien sûr. officieusement, il y a des liens, il y a enfin, je veux dire, des discussions, il y a des visites, etc. Donc, il n'y a pas de. Finalement, il y en a très peu, en fait. Non, il y a très peu, oui, bien sûr. Et est-ce que ces pays-là, on peuvent être, stigmatisés justement du fait qu'ils n'autorisent pas sur, de faire entrer, des passeports israéliens ou même certains pays, je crois, n'autorisent pas des passeports autres qu'israéliens qui ont le tampon, justement, israélien. Oui, moi, je me souviens d'une époque, quand je voyageais avec le passeport marocain, et donc c'est valable, à l'époque, le Maroc n'acceptait pas qu'un citoyen marocain aille en Israël. Je parle des années 70-80. Et donc, j'allais à l'ambassade d'Israël ou au consulat et je demandais un visa volant, c'est-à-dire sur une feuille séparée. Ce qui fait que quand je rentrais au Maroc ou quand je refusais mon passeport, euh, ils ne savaient pas que j'étais en Israël, que j'étais parti en Israël. Et ce système avait beaucoup fonctionné dans les années 70, 80, 90, c'est-à-dire les pays qui étaient hostiles à Israël, quand les citoyens allaient en Israël, quand ils ne voulaient même pas, par exemple, des fois, même un citoyen français, qui voulait voyager au Maroc, enfin dans un pays arabe, il demandait, pour aller en Israël, il demandait qu'on ne tamponne pas son passeport. On le tamponnait sur une page séparée. Je me souviens de cette époque-là, voilà. Euh, mais c'était assez répandu parce que beaucoup de pays refusaient, quand ils voyaient un tampon israélien, ils flippaient. Voilà. Mais je pense que cette période-là est révolue. Il reste quelques pays comme ça, voilà. Mais j'imagine par exemple qu'un Français qui va en Israël et qui veut aller en Algérie pour des raisons personnelles ou affaires, il va demander et obtenir, parce que je sais que ça se faisait beaucoup, quand il arrive à l'aéroport, il demande à ce que le tampon soit fait sur une page séparée. Voilà. Et donc, ce monsieur français, il peut aller au Liban, il peut aller en Algérie, il peut aller en Arabie Saoudite sans problème. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens technologiques et tout ça, l'évolution, est-ce qu'ils arri il est ils arriveraient à effectivement, parce que le tampon, c'est ce qui fait foi et du coup, si on met pas le tampon, on peut pas savoir si effectivement vous avez voyagé, On ne peut pas savoir. Moi, voilà. je vous dis, jusque dans les années 90, d'abord, moi, j'ai bénéficié de ce système et je connaissais, enfin, je veux dire, c'était vraiment courant. Parce que, enfin, bon, je ne sais pas, peut-être moins ces temps-ci parce que je m'intéresse peu, mais je sais que c'était très courant, enfin, très courant à l'époque, voilà. Et peut-être ça se fait encore pour des gens, par exemple, un homme d'affaires qui va régulièrement dans un pays hostile à Israël, par exemple comme l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, etc.
s'il veut aller en Israël, il va demander. Ça se faisait, parce qu'il faut tamponner quand même. Donc, vous savez comment ça se fait? Quand vous arrivez dans un pays, vous remplissez, dans l'avion, on vous donne un truc, un papier, comme vous mettez le nom, l'adresse, etc. Et le douanier ou le flic à l'aéroport va tamponner ce papier-là et pas le passeport. Voilà. Oui, alors bon, voilà, il y a quand même pas mal de moyens pour déjouer. Bon, après, les services, ils sont quand même vigilants. Bon, voilà. Monsieur Cohen, il y avait une question Oui. sur le chat concernant la relation qu'a la Chine avec Israël. Vous en pensez quoi? Quelles sont les relations entre ces deux pays? Alors, les relations entre la Chine et Israël sont des relations tout à fait en dehors des déclarations de la Chine sur la Palestine, etc., sont des relations excellentes. Voilà. C'est-à-dire que sur le plan militaire, euh, les Israéliens vendent beaucoup de matériel de pointe à la Chine. Et ce sont les États-Unis qui interdisent aux Israéliens d'exporter certains matériels très sensibles. Je crois savoir qu'il y a aussi pas mal d'échanges commerciaux. Je suis incapable de dire, je n'ai pas creusé, mais je sais que les relations, je pense que la balance commerciale, à mon avis, ça doit tourner au moins sur un chiffre de 10 à 15 milliards de dollars par an facilement entre les deux pays, ce qui est quand même pas mal pour un petit État comme Israël. Et donc, il n'y a pas du tout, il ne faut pas croire que la Chine exerce une forme de boycott ou de détachement, etc. Il y a des relations parce que la Chine elle est consciente de ses intérêts. Elle a affaire à un pays qui a des compétences au niveau du matériel avancé, technologique, militaire, etc. Et c'est un client sérieux. Vous savez qu'Israël est le sixième exportateur du monde, je crois, en armement, sixième ou septième. Et la Chine est un des clients, comme l'Inde, par exemple, est un des clients assez sérieux. Voilà. Alors, c'est un petit pays un PIB à hauteur de 500, à peu près 550 milliards de dollars, Israël. Euh, Oui, c'est, c'est correct pour un petit pays de cette taille? je pense, oui. Enfin bon, euh, j'ai pas comme ça des éléments de comparaison, mais c'est quand même, c'est pas mal pour un pays de 10 millions d'habitants. J'aurais voulu connaître le PIB de la Belgique qui a à peu près 10 millions d'habitants pour faire une comparaison. Mais Je vais vous dire ça tout de suite. d'accord, oui, oui. Bah, il est de 664 milliards. Donc, Donc c'est à peu près à peine, à peine moins que la Belgique. Donc ça vous donne quand même une idée de quand même le niveau du pays. Voilà, c'est quand même. Non, non, c'est un pays qui, sur beaucoup de plans, il est très avancé. Euh, bon, mais il y a. Monsieur Cohen, est-ce que Oui, c'est un pays respectable aujourd'hui, Israël? non, vous savez, la question ne se pose pas comme ça dans les relations internationales. Euh, les relations internationales sont basées sur l'intérêt. Et donc, même si on a des sentiments, euh, je suis sûr que la Chine, bien sûr, elle aurait voulu trouver une solution au problème palestinien. D'ailleurs, ils font des efforts, les Chinois, mais en même temps, ils sont obligés de tenir compte d'une réalité. Donc, il n'y a pas, euh, comment dire, fondamentalement parlant, les États se basent sur leurs intérêts,
bien sûr, ils font semblant, c'est-à-dire, ils vont faire des déclarations, etc. Mais la Chine n'abandonnera jamais, enfin, à mon avis, ne laissera jamais tomber, comme la Russie d'ailleurs, ou comme l'Inde, ne dira, bon, ben, Israël fait ceci à Gaza ou à la Palestine, donc je l'exclus. Non, ça ne se fait pas comme ça, voilà. Et donc, respectable ou pas, le pays impose une forme de respect ou de crainte. Et donc, voilà, on en tient compte. C'est tout, on fait avec. Très bien, effectivement, hein, on fait avec malheureusement. Il y a aussi cette Ben histoire oui, de rapport de force. Il y a l'alliance avec, la les États-Unis qui font que, ben, bien il y a sûr. pas beaucoup il y en a pas beaucoup qui oseraient s'attaquer aujourd'hui à l'entité. Heu, alors je vais revenir sur la question, de l'Iran justement. Oui, Les États-Unis devaient, ou alors sont en train de préparer, une offensive, hein, oui. une attaque contre l'Iran. Mais d'après les dernières informations qu'on a eues là, la Chine serait intervenue et du coup ça limiterait, le la comment dire? Ça stopperait, le l'élan de Trump, dans une intervention en Iran. Vous en pensez quoi? Alors, je crois que c'était il y a 2 semaines qu'on avait fait une émission Oui, 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 sur on en avait parlé, bien sûr, oui. et j'avais dit, c'était intitulé «Le recul, devant», enfin, ça veut dire que l'Occident, enfin, pas l'Occident, les États-Unis et Israël ont reculé au dernier moment. Parce qu'ils n'avaient pas réussi, en fait, la frappe militaire que devaient faire les Israéliens et les Américains, heu, était liée à l'effondrement du régime à l'intérieur. Or, comme l'Iran, bon, il y a 2 semaines, on avait développé tout ça, comme l'Iran avait réussi à contrecarrer cette campagne de harcèlement, de dénigrement, etc. Enfin, elle a fait échouer le plan. Bon, je ne vais pas revenir sur les détails. Mmh mh. Donc, elle a fait échouer ce plan. Et donc, l'intervention militaire a été arrêtée à temps parce que ça allait vers une catastrophe. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Américains envoient le plus grand porte-avions, etc., des navires et tout. Mais à mon avis, enfin, c'est une intuition, hein, parce que la décision appartient à Trump. Donc, bon, je ne suis rien du tout. Mais à mon avis, c'est juste une espèce de démonstration de force euh, pour imposer à l'Iran des négociations. Mais en fait, l'Iran ne peut pas accepter ces négociations parce que ces négociations, c'est d'abord, les Iraniens ne peuvent pas faire confiance aux Américains. Je vous rappelle que la guerre de juin, vous savez, la guerre de 12 jours, alors que les Iraniens négociaient avec les Américains, étaient sur le point, le dimanche, de rencontrer les Américains pour le 6e round de négociation, le vendredi, l'attaque avait eu lieu. Or, les Américains étaient au courant. Donc, ils ont berné les Iraniens. Bon, voilà. Donc, les Iraniens vont se méfier. Enfin, il serait temps qu'ils se méfient, parce que franchement, quand on a affaire aux Yankees, il vaut mieux être méfiant. Bon. Alors, quel est le rôle de la Chine et de la Russie? Moi, je pense que c'est plutôt, bon, ils ne feront pas la guerre. Enfin, s'il y a une intervention, je vois mal la Chine intervenir militairement. Mais ils interviennent d'une autre manière. C'est-à-dire, on a estimé, par exemple, que euh, le, la- le déboulonnage. Pourquoi? Qu'est-ce qui a permis à l'Iran de désamorcer le plan? Vous savez, le plan d'attaque consistait en quoi? Les agents américains et israéliens avaient
introduit 40 000 positions Starlink à l'intérieur de l'Iran. Et ces positions devaient servir aux agents, aux patrons, de donner des instructions, agir ici ou là, etc. Et c'est grâce aux Chinois et aux Russes que ce réseau a été désactivé et ceux qui s'en servaient ont été arrêtés ou annihilés, etc. Donc, on a dit aussi qu'il y a eu énormément, des dizaines d'avions cargo qui a apporté du matériel, etc. Donc, la Chine fera tout pour sauver le régime iranien. Il en va presque, pour la Russie et la Chine, il en va presque de leur position mondiale. Quand vous regardez une carte, si l'Iran tombe dans l'escarcelle américano-sioniste, les Chinois et les Russes vont avoir beaucoup de mal de liberté de navigation, de commerce, etc., dans l'océan Indien. Et donc, ils feront tout pour. Après, moi, vraiment, je serais incapable de dire à quel niveau cela se fait. Mais je ne crois pas quand même. Je ne crois pas à une intervention militaire américaine. Mais ça, c'est une intuition. Parce que pourquoi? Le rapport de force, il est en faveur des Américains. C'est-à-dire au niveau, pas terrestre, bien sûr. Les Américains ne vont pas faire la folie d'envoyer des soldats sur le sol iranien. Ça va être leur tombe. Mais sur le plan aérien. Sauf que les Iraniens ont montré qu'ils étaient capables de détruire des cibles autour. Donc, imaginez que un ou deux navires américains avec des centaines de marins pulvérisés, c'est la fin de la présidence Trump. Parce que, à la rigueur, bon, quand Trump enlève Maduro, mène des trucs, etc., sans perte américaine, bon, le peuple américain peut se sentir ragaillardi, il retrouve sa force, etc. Mais imaginez que 100 ou 200 Américains rentrent dans les cercueils, c'est une catastrophe. Parce que pourquoi il aurait fait ça? Où est son discours de paix, etc. Et c'est ça il sait très bien que les Iraniens peuvent toucher des navires américains. Ça, il n'y a pas de doute. Ou même faire sauter, enfin, bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui ferait une catastrophe pétrolière dans le monde. Donc, à mon avis, la solution idéale était de faire chuter le régime de l'intérieur. Mais comme ils n'ont pas réussi, et là, ça va être encore plus difficile, moi, d'après les experts que j'ai entendus, américains, des anciens de la CIA, etc., c'est que tous les réseaux, la plus grande partie du réseau du Mossad en Iran a été démantelée. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que ils étaient pratiquement, on les a pris la main dans le sac avec comment dire, l'analyse de Starlink, etc. On ne va pas revenir sur les détails, mais la plus grande partie du réseau du Mossad a été détruite. Ou enfin, en tout cas, découverte, jugée, etc., éliminée et tout. Et donc, pour refaire tout ça, c'est quasiment, enfin, mission impossible avant plusieurs années. Et donc, moi, je pense que cette démonstration de force yankee, bon, c'est juste pour, voilà, pour montrer, pour éventuellement faire peur aux Iraniens qui n'ont pas du tout peur et qui sont prêts au combat. Voilà, à mon avis, ça va se terminer comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, il y aura peut-être des négociations discrètes, enfin, il y aura certainement des négociations discrètes. Il y a beaucoup de, même entre les Russes, les Américains et les Chinois, il peut y avoir, parce que, bon, ils ont des intérêts communs ici, là, ailleurs, et donc ils se disent, bon, tu laisses tomber, tu laisses l'Iran tranquille. Par exemple, la Russie, je vous donne juste un détail. Aujourd'hui, la Russie a accepté un cessez-le-feu énergétique sur l'Ukraine pendant une semaine. Bon.
Poutine n'a pas fait ça pour les beaux yeux de Trump ou de l'Ukraine. Donc, il a dû obtenir d'autres choses en échange. Vous savez, ces pays-là qui roulent les mécaniques, ils savent aussi négocier. Ils savent aussi, à un moment donné, voilà, ils ont des canaux de communication et ils se disent, bon, comment on va essayer de sortir de là. Bon, vous avez des intérêts par exemple, au Venezuela, bon, vous pouvez les garder, etc. Donc, je suis sûr qu'il y a en ce moment des rencontres discrètes entre ces grandes puissances pour trouver une sortie à la crise, vu que ben, la solution militaire n'a pas marché. Et donc, ben, ils vont être obligés de trouver, enfin, ils vont être obligés, c'est-à-dire à un moment donné, c'est vrai que ça se négocie, c'est-à-dire parce que la Chine peut trouver un avantage aussi sur Taïwan. Enfin, vous savez, ce sont des pays qui s'opposent, certes, qu'il y a une compétition féroce, mais ils connaissent leurs intérêts aussi. À un moment donné, ils savent qu'il vaut mieux négocier et trouver un compromis. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, alors Oui, plusieurs choses. Un scénario à la Maduro, pas possible. Hein, ils peuvent pas aller chercher Khamenei là-bas. Non. Monsieur non, Cohen, oui, ouais, c'est impossible. C'est voilà, l'Iran, c'est voilà. Vous parliez de négociations. Alors Trump il estime que l'Iran veut conclure un accord. De l'autre côté, attendez, monsieur Cohen, je finis, après vous me direz ce que vous en pensez. De l'autre côté, l'Union européenne, pardon, qui a classé, qui veut classer les gardiens de la révolution comme entité terroriste. oui. Et on a une réponse d'un responsable iranien qui dit bah, les Européens subiront les conséquences de leurs décisions. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, monsieur Cohen? Bon, ça fait partie des pressions. Voilà, vous savez, c'est. euh, Par exemple, bon, c'est vrai, ça ne change pas grand-chose, à mon avis, de déclarer. Certes, il va y avoir des comptes bancaires, mais j'imagine, les Iraniens ne sont quand même pas des enfants de cœur. Je veux dire, les gardiens de la Révolution, ils n'ont pas des comptes à la Société Générale. Enfin, je veux dire, ils sont pas. Donc, ils ont leur réseau secret de banque, etc., leur liaison. Ça fait partie, c'est de la propagande, ça fait partie, ça fait, si c'est pour l'information, voilà, dans les 20 heures pour dire, bon, oui, on fait ceci, on fait cela, mais ça n'a pas vraiment de conséquences concrètes sur sur, sur le rapport de force. Voilà. Les Iraniens s'en fichent, le régime iranien n'en a rien à fiche, et les gardiens de la révolution n'en ont rien à fiche. Et donc, parce qu'ils ont prévu le coup, c'est-à-dire, vous savez, lorsque les Iraniens, ça fait des années que leurs avoirs ont été gelés, la Russie aussi. Et donc, depuis quelques années, je suis sûr que les gardiens de la révolution, ils ont créé leur propre réseau bancaire, leur propre réseau de communication en dehors du système occidental, etc. Et donc, ça tombe à plat ce genre de décision. Ça fait bien dans le journal télévisé de dire voilà, on prend des mesures contre. Et c'est aussi une façon, là par exemple, tout à l'heure j'ai écouté le journal d'Arte, c'est horrible. On dirait l'Iran, ils n'ont jamais dit la même chose sur Gaza. Alors Gaza, que c'était vraiment un génocide. Et là, on a l'impression 10 minutes d'effroi. Voilà, euh, donc ça fait partie de la propagande, ça fait partie de préparation des esprits pour pour comment dire, influencer, pour mettre dans l'esprit des Européens que l'Iran c'est Satan, qu'il faut le combattre, etc. C'est tout. Mais concrètement, le fait de mettre les gardiens de la révolution dans le truc de terrorisme, ça n'a
ça n'a strictement aucune utilité. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, on a tendance à dire souvent pour des pays comme l'Iran, comme l'Algérie ou Mhm. d'autres encore, on les qualifie tout le temps de régime. Et souvent, c'est mal interprété, c'est mal ressenti. Hein. Vous-même, là, vous venez de dire le régime iranien, mais Oui, vous parlez du régime politique. On est oui, d'accord? Parce on n'est pas, c'est rare qu'on dise le régime américain ou le régime français. En c'est général, vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis moi-même tombé dans le panneau. Non, mais bien sûr, mais après, je veux dire, c'est pas, quand on dit le régime, iranien ou quand les médias disent le régime iranien ou le régime algérien, C'est vrai que ça enlève une forme de légitimité. Voilà. voilà, exactement et ça veut, forcément ça stigmatise un peu ce C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà et bon, je vous dis ça parce qu'il y a eu un petit commentaire en disant que l'Iran, c'est une république islamique. Bon, Tout à fait. Ouais. voilà, il y avait une question pour vous, monsieur Cohen, Oui, sur le chat. Je vais remonter un petit peu. Alors, là. Alors, il y avait un petit commentaire vite fait. Donc, c'était par rapport à la une de The Economist hein, qui avait prédit tout ça. oui. Voilà. Et sinon, alors, il y avait une question pour vous. Ne pensez-vous pas que les sionistes croient au grand Israël du Nil à l'Euphrate en misant sur l'intelligence artificielle et la robotique? On voit que les Israéliens sont à la pointe là-dessus et ils veulent construire, des machines. Vous en pensez que des machines de guerre intelligentes, pardon, voilà. Vous en pensez quoi de Alors, je crois que j'ai abordé cette question mmh, peut-être il y a un mois ou un mois et demi, et moi, je ne crois pas, j'ai jamais cru à l'histoire du Grand Israël. Voilà. Et j'ai développé ça. Vous savez que j'ai été dans un mouvement sioniste, j'ai étudié, enfin bon, j'étais en Israël, je lisais j'ai un degré de connaissance en hébreu suffisant pour lire les journaux et écouter les informations. Donc j'ai été souvent là-bas, et jusque dans les années 80, 90, je n'ai jamais entendu cette expression dans la bouche des politiques israéliens. Voilà. Par contre, il y a récemment, j'ai vu une interview de Netanyahou, et il parle en hébreu d'Israël complète, pas du grand. Et j'ai expliqué, enfin bon, c'est dommage, je n'aime pas me répéter, surtout qu'il n'y a pas longtemps, j'ai traité de cette question, il y a peut-être 5 ou 6 semaines. Et ils n'ont pas, vous savez, les Israéliens, pour aller jusqu'à l'Euphrate, il faut prendre la Jordanie. Or, la Jordanie, je vous assure, Gaza, c'est puissance 10, la Jordanie. Je veux dire, les gens sortiraient avec des haches et des couteaux. On ne peut pas imaginer le degré de haine des Jordaniens. 80-90% des Jordaniens seraient prêts, si le régime, si le roi leur donnait l'ordre, je vous assure, ils seraient capables de se battre avec des couteaux et des haches. Tellement ils en veulent. Alors imaginez, ils sont presque, je ne sais pas, en Jordanie, c'est 6 ou 7 millions. Donc il faut euh, comment dire, vaincre les Jordaniens pour aller jusqu'en Irak. Non, la notion, pour moi, la notion du Grand Israël, ça veut dire c'est une notion d'empire, ça veut dire d'influence. C'est-à-dire, il y a un centre qui est à Tel Aviv, et ce centre contrôle la région. Voilà. C'est-à-dire, il impose le régime en Irak, il combat certaines forces en Irak, etc., ou en Syrie, etc. Mais cette notion, moi, je ne sais pas d'où elle sort, enfin, je sais d'où elle sort. Il y a eu, bon, malheureusement, je vais essayer de faire court parce que j'ai déjà traité cette question, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a eu
vous savez, dans le mouvement sioniste, il y avait un groupuscule dirigé par Jabotinsky. Voilà. Jabotinsky était, bon, il représentait peut-être 5% du mouvement sioniste dans les années 30. Et lui, il publiait cette. Et encore, je ne sais pas s'il allait jusqu'au l'Euphrate. Ça m'étonnerait. Il faudrait que je vérifie ça. Mais par contre, il allait au-delà du Jourdain. Ça veut dire qu'il voulait récupérer la Jordanie. Voilà. Mais il représentait quoi? Il représentait peut-être 5% du mouvement sioniste. Parce que, enfin, les Israéliens, ils ne sont pas non plus. Vous savez, on peut dire pas mal de choses sur eux, mais ils sont quand même pas, ils sont pas bêtes. Voilà. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils savent qu'ils peuvent pas. Déjà, ils ont du mal, bah, quand même un peu de mal, à contrôler le Liban, Gaza, la Cisjordanie, et ils vont se lancer avec quelle armée? Vous savez, ils ont énormément de problèmes avec la conscription, etc. Enfin, les militaires, il y a un déficit colossal sur le plan militaire. Et vous voulez qu'ils envoient, je ne sais pas combien, il faut combien d'hommes pour aller jusqu'à l'Euphrate, sans compter le Nil. Bon. Donc, il est possible qu'il y ait des rabbins, vous savez, des gens qui font des vidéos, mais le régime sioniste, enfin l'État profond sioniste, il est lucide et, en fait, il n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'Euphrate. Il contrôle pratiquement, on peut dire que Israël contrôle à peu près facilement 80% du monde arabe. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il a réussi à détruire l'Irak, la Libye, la Syrie est plus ou moins morcelée et soumise. Les pays du Golfe marchent et sont de bons toutous. Qu'est-ce qui reste comme régime qui résiste? Le Yémen, un peu le Liban avec le Hezbollah, l'Algérie, la Tunisie. Bon, ben, ils ne font pas grand-chose, mais en tout cas, ils résistent intellectuellement parlant. Mais c'est tout. Mais le monde arabe, sinon, il a été domestiqué. Voilà. Et ça, je pense que c'est suffisant pour le régime israélien. Il a atteint son but, disons. Et est-ce qu'on peut craindre, du moins, est-ce qu'on peut espérer un retournement de situation, selon vous, dans les, Tout dans est les, possible. dans les mois, les décennies à venir? Mais rien. Moi, je pense que l'erreur des Israéliens, c'est justement celle-ci. C'est qu'ils se croient invincibles. Vous savez, il y avait un slogan dans le régime nazi. J'ai failli faire un lapsus. Le régime nazi, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit: nous sommes là pour 1000 ans. Le Reich, il est là pour 1000 ans. Et curieusement, le régime sioniste, il a repris le même slogan. Et en fait, on sent, enfin moi qui connais un peu de l'intérieur, l'état d'esprit, la mentalité, les préoccupations, etc., et ils ne sont pas sûrs d'eux, même de rester peut-être 50 ans, je ne sais pas. C'est-à-dire, je veux dire, on ne voit pas les Français remettre en cause la stabilité et la pérennité de leur pays, ni les Britanniques, ni les Allemands, ni n'importe quel autre peuple. Alors que les Israéliens, oui, chez les Israéliens, il y a ce sentiment de précarité, ils sont donc en fait, ils savent que ça peut se jouer à pas grand-chose. Vous savez, et ils sont lucides, enfin ils sont lucides, ils le savent. Et il y a ce sentiment quand même, c'est que quand on voit quand même qu'il y a pas mal de gens qui s'en vont, et parmi les plus lucides, etc., c'est qu'ils sentent que l'avenir de ce pays, il est vachement précaire. Donc, vous savez, il y avait un slogan pendant la Révolution française. Je ne sais pas quelle occasion, il faudrait. Enfin bon, il y avait un slogan.
qui disait on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. C'est-à-dire, enfin, bon, l'explication elle est évidente, c'est-à-dire la force, on peut tout, on peut faire beaucoup de choses avec la force, mais pas pérenniser la situation uniquement sur la force. Et malheureusement pour le régime sioniste, il a laissé passer sa chance de s'intégrer dans la région et d'être accepté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il est accepté. Enfin, il est accepté les populations, mais le jour où ces populations prendront leur revanche, ben, j'aimerais pas être à leur place, les sionistes. Voilà. Donc, mais tout peut arriver, vous savez, l'histoire ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, enfin, le monde arabe, c'est quand même 200 millions, 300 millions, sans compter le monde musulman, qui ont la rage au cœur. Et pour le moment, ils se retiennent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais le jour où il y aura la moindre possibilité, la moindre faiblesse, tout peut arriver. Hein. Faut pas, il n'y a rien d'éternel. Et surtout, d'ailleurs, pour moi, cette expression de la force brutale, c'est le signe de. C'est paradoxal, mais c'est le signe d'une faiblesse. C'est-à-dire que d'une insécurité, il faut montrer le plus de force possible, alors que la force, qu'est-ce qu'elle fait la force? La force, elle perpétue la haine, elle développe la haine, elle développe l'envie de revanche, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai, les régimes arabes sont soumis, bon, et vous savez, les populations, si on leur donnait la possibilité, je vous ai parlé des Jordaniens aujourd'hui, et vous savez, de temps en temps, je ne sais pas si ça passe comme ça dans les informations, mais il y a je sais pas, il y a quelques mois, ou il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus, j'arrive pas à situer vraiment, il y avait un soldat comment dire, un soldat qui surveillait la frontière jordanienne, qui a ouvert le feu sur des Israéliens de l'autre côté du fleuve, de la frontière. Il en a tué je ne sais pas combien. Donc, il y a ce sentiment de haine qui est là, mais aujourd'hui, bien sûr, ce sont les régimes qui oppriment cette expression populaire. Mais pour combien de temps? Voilà. Ok, merci Monsieur Cohen. Alors, je donne la parole à Joe qui est avec nous sur Twitter. Si vous pouvez interagir sur le sujet, si vous avez une question à Monsieur Cohen, vas-y. Je n'ai pas de question à M. Cohen, mais par contre, ce que je veux dire à M. Cohen, c'est que, en fait, moi, si j'ai de la haine, moi, je suis ni dans ce que vous venez de parler, ou ni dans ce que vous pensez. Je vous dis juste que, œil pour œil, dent pour dent. Il paraît que c'est une prophétie, c'est un proverbe qui est français. Moi, je vous dis, quand j'étais à l'école maternelle, ma soi-disant génitrice, elle m'a mis à l'école maternelle. Elle m'a balancé là dans l'école, la Coustara, allez, de Marve jaune. Allez, je le dis. Et elle me balançait là. Et puis j'avais plein de camarades qui étaient contre moi parce qu'ils me trouvaient bizarre. Tout ça parce que je suis intelligent. Quand eux, ils veulent mettre la fourchette tout à fait à gauche et tout à fait à droite, et que moi je la veux centraliser, eux, ça leur plaît pas. Moi, j'ai jamais fait la bagarre parce que eux, ils allaient. Moi, je les aime. Ah, on vous entend plus. Ah, bon, écoutez, Monsieur Cohen, je crois qu'elle a un petit problème de micro. Monsieur Cohen, on arrive Oui, bientôt au terme de l'émission. Alors, je crois oui. que j'ai un autre intervenant. Euh, je vais lui donner la parole sur TikTok. Attitude, merci. Bonsoir tout le monde. Bon, Bonsoir, Monsieur bonsoir. Cohen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une question pour Monsieur Cohen. Il est plus âgé que moi. Il a vécu dans un pays de démocratie. Moi, qui est kabyle, qui est né dans un pays de dictature. Monsieur Cohen, je crois que c'est la soirée des trolls ce soir, malheureusement. Alors, j'ai un autre intervenant peut-être plus sérieux.
Nino, bonsoir. Bonsoir, Altitude. Bonsoir, monsieur Cohen. On m'entend là? Oui, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Je vous remercie, Altitude, de m'accorder la parole. Bonsoir, monsieur Cohen. J'avais une question sur justement le déploiement américain. J'aimerais savoir, est-ce que ce déploiement, c'est pas aussi ou c'est voulu justement pour tester l'opinion mondiale? Ok, c'est ta question, Monsieur Cohen, vous avez compris? Oui, ben, ça dépend de ce qu'on appelle l'opinion mondiale. En tout cas, c'est-à-dire que pour les Américains, l'opinion qui compte, c'est l'opinion occidentale. Je veux dire, ils s'en fichent pas mal de l'opinion du public chinois ou africain, enfin bon, je veux dire, mais l'opinion occidentale, a priori, elle lui est acquise. C'est-à-dire, je parle de l'opinion officielle, bien sûr, mais en général, si, vous savez, il y a un tel lavage de cerveau. Regardez par exemple ce qui se passe avec l'Ukraine et Poutine. Il y a un tel lavage de cerveau des sociétés européennes. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et donc, tout à l'heure, j'ai cité le journal d'Arte. C'est incroyable, le déchaînement anti-iranien, etc. Donc, on a l'impression, on veut donner l'impression que ce déploiement, c'est pour sauver la démocratie et le peuple iranien. Voilà. Bon, après, de toutes les façons, c'est pas ça qui compte pour lui. C'est présenté comme ça, mais ce qu'il va en faire, ça peut avoir avec ce qui va se passer après. Donc tout à l'heure, j'ai dit mon sentiment, c'est vraiment enfin, mon sentiment, mon intuition, que c'était pas pour la galerie, mais disons peut-être pour obtenir certaines choses des alliés de l'Iran ou un accord, voilà. Mais enfin, je me suis expliqué tout à l'heure sur le sens du déploiement. Voilà. Très bien. Voilà, Wally. Oui, alors, Monsieur Cohen, juste avant il y a encore un intervenant. Ourti, c'est là? Ouais, salam, Pardon? Bonsoir. bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. En fait, j'ai deux petites questions à vous poser. C'est par rapport, moi j'en profite, vous êtes un peu marocain et israélien. Je voulais savoir si... Non, parce que- attends, excuse-moi, je te coupe. Monsieur Cohen n'est pas Ouais. israélien. Vous n'êtes pas israélien, Monsieur Cohen? Je ne suis pas israélien. Non, il est marocain et il est juif marocain. Autant pour moi, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. En fait, je vous remercie. Je voulais vous poser deux petites questions. Déjà, premièrement, c'est est-ce que le Maroc naturalise des Israéliens d'origine marocaine? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ou est-ce que c'est qu'une simple rumeur? Si c'est oui, ben, on peut les estimer à combien? Et ma deuxième petite question, c'est est-ce que vous voyez, selon votre regard, vous êtes quand même expert du sujet, est-ce que vous voyez une probable arrêt de normalisation entre le Maroc et Israël? Voilà, merci. Alors, de tout temps, le Maroc a permis ou permettait à un citoyen juif qui est parti en Israël, je le sais, enfin, je connais quelques cas, de récupérer la nationalité marocaine. Parce que ceux qui sont partis en Israël ou au Canada ou ailleurs, ils pouvaient récupérer la nationalité marocaine puisque la nationalité marocaine, elle est, comment dire, elle est à vie. Je ne sais pas, j'ai oublié le terme exact. Voilà. Et donc, elle est. Bon, j'ai oublié le terme, je suis désolé. C'est-à-dire qu'on l'a, quand on l'a pour jusqu'à la fin de sa vie. Et si on veut, il faut pour comment dire, pour ne plus l'avoir, il faut une procédure judiciaire très très compliquée. Voilà. Bon.
Donc, je connais quelques cas, et ça s'est fait dans les années 80, 90, etc., que des gens sont allés à l'ambassade à Paris, par exemple, du Maroc, avec un papier d'historique marocain d'origine, et dit voilà, moi j'étais marocain, et on leur faisait les papiers. Donc, ce n'est pas, enfin, en fait, c'est l'application du droit marocain, voilà, du droit de nationalité marocaine, puisque cette nationalité, elle est, comment dire, elle est éternelle. Enfin, c'est pas le terme, mais vous voyez, vous comprenez le sens. Maintenant, est-ce qu'il y aura des Juifs qui retourneront au Maroc et récupéreront s'ils rentrent? Alors, il y a deux cas de figure. Si c'était des Juifs d'origine marocaine, là, ils rentrent dans le cadre de la loi marocaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer la nationalité marocaine, enfin leur identité marocaine. Maintenant, il peut se poser la question de personnes qui n'étaient pas directement marocains ou 100% marocains, ou bien, par exemple, mettons, moi j'ai des frères et sœurs qui ont des enfants. Est-ce que leurs enfants nés en Israël ou leurs petits-enfants nés en Israël, est-ce qu'ils peuvent obtenir la nationalité marocaine? En fait, le Maroc, disons, je pense que oui, mais c'est une interprétation très large, très extensive de la loi. C'est-à-dire que, en principe, seules les personnes, si j'interprète, moi, par exemple, la loi marocaine, seules les personnes qui étaient marocaines, c'est comme moi, par exemple, enfin, ou bien mes frères et sœurs qui sont nés au Maroc, ou des parents qui sont nés au Maroc, etc., ils peuvent très bien aller avec, parce qu'on a gardé un extrait d'acte de naissance. Ça, il n'y a aucun souci, je connais des cas, cela s'est fait, il n'y a aucun problème. Et c'est conforme à la loi marocaine, encore une fois. Voilà. Par contre, le problème peut se poser, je ne connais pas de cas malheureusement, il faudrait que je ne sais pas, c'est-à-dire que des gens qui sont nés, qui n'ont aucune attache, par exemple, mettons mes neveux et nièces, ils sont nés en Israël et ils n'ont aucune attache, ils n'ont jamais été marocains. Est-ce qu'ils pourraient, maintenant, le Maroc, vu la situation de normalisation, etc., il pourrait faire une interprétation, comme on dit, extensive, c'est-à-dire large. Il y a ce qu'on appelle l'interprétation restrictive, c'est-à-dire stricto sensu, et là, à ce moment-là, il ne donnerait pas la nationalité, mais il peut faire une interprétation large et donc accorder la nationalité aux descendants d'anciens citoyens marocains. Voilà. Alors, c'est bon, Walid? Attendez, monsieur, je crois. Attendez, allez-y, vas-y. J'avais mon micro muté. Vas-y, Orti, j'avais mon micro muté, vas-y. Je voulais juste qu'il réponde un peu à ma question s'il veut bien. C'est pour la normalisation. Vous pensez qu'un jour le Maroc va arrêter ou ralentir sa normalisation? Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont signé en 2026, là, durant la CAN, ils ont signé un traité de coopération militaire pour l'année 2026. Est-ce que vous voyez, vous, monsieur Jacob Cohen, Alors, pour le moment, oui, j'ai compris la question. Oui. Alors, pour le moment, je ne vois pas de possibilité d'interrompre le processus de normalisation et de coopération, mais tout peut arriver. Voilà, encore une fois, vous savez, l'histoire est pleine de surprises. Donc, pour le moment, le régime marocain, il est vraiment là-dedans. Enfin, je veux dire, coopération tous azimuts, militaire, économique, diplomatique, religieuse, historique. On a même refait pour les écoliers marocains, on a refait les livres d'histoire. Vous savez, ça me rappelle une anecdote quand j'étais à Casablanca il y a quelques années.
il y a un prof d'instruction religieuse qui m'avait montré le livre de première année du collège. Et c'était la première leçon et le premier paragraphe du Coran. C'est-à-dire, il parlait des mécréants. Voilà. Bon, j'ai oublié les termes en arabe, mais enfin, ça ne me revient pas. Voilà. Donc, en fait, les bons ils iront au paradis, mais les mécréants, ils iront en enfer, quelque chose comme ça. Bon. Et donc, d'après le livre scolaire que j'ai vu de mes propres yeux, d'accord, le prof est censé demander aux élèves qui sont les mécréants et les élèves répondent les juifs. Voilà, les juifs, les juifs, les juifs. Bon. Eh bien, tous ces manuels scolaires et historiques ont été modifiés au Maroc après la normalisation. Donc, on est en train de réécrire l'histoire pour donner un autre cours à cette relation. Bon. Mais vous savez, en histoire des pays, des civilisations, rien n'est définitif. Et donc, on peut très bien, dans quelques années, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, on peut très bien assister à un changement radical. Mais je ne suis pas prophète, nul n'est prophète dans son pays, comme on dit, et donc je ne peux pas me prononcer, mais rien n'est définitif. Voilà. Ah oui, attitude. Alors, oui, dernière question, parce que on arrive Ouais, au terme. Ouais, en fait, c'est vraiment très intéressant d'échanger avec Attitude et M. Cohen. En fait, j'ai entendu une rumeur qui dit comme quoi au Maroc, ils sont en train d'écrire un Coran, mais version abrahamique, genre c'est un Coran beaucoup plus souple et beaucoup plus en phase avec la normalisation. Est-ce que vous confirmez ou c'est juste une rumeur? J'entends très mal. Hein. Alors, parce que c'est vrai que ton micro n'est pas terrible. Alors, il paraîtrait qu'au Maroc, il serait en train d'écrire un Coran abrahamique. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Non. Bon, vraiment, je suis pas tombé sur cette information. Je suis désolé. Si la personne a des liens, Tu as des sources peut-être, Ourti? En fait, moi j'ai entendu beaucoup de personnes parler de ça. C'est énormément. Et du coup, je voulais juste l'avis de M. Cohen, vu qu'il est informé un peu. D'accord. Mais si jamais tu as une source, tu me l'enverras et je la transmettrai à M. Cohen. Mais c'est bien possible parce que le régime marocain, il est sur la voie il réécrit l'histoire de manière. Il fait même du Maroc, dans l'histoire du Maroc, la dimension juive est essentielle dans la constitution du pays, etc. Donc, c'est très possible. Vous savez, le régime est prêt à tout pour satisfaire son allié sioniste. Donc, ça ne serait pas étonnant. Monsieur Cohen, vous en reprenez une dernière ou pas? Parce qu'il y avait pas mal de monde qui voulait. Bon, écoutez, je suis un peu fatigué quand même. Ok, bah désolé, tous ceux qui ont fait la demande, ce sera pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. Monsieur Cohen, encore Oui. merci. Juste une dernière chose et puis je vous libère. Oui. Donc, vous avez pu visionner les vidéos que je vous ai envoyées concernant Oui. cette finale de Cannes qui a été Oui. perdue par le Maroc. Du coup, vous en avez pensé quoi de toutes ces vidéos? Eh ben, c'était assez hallucinant, le comportement de certains supporters ou même des agents qui étaient sur le terrain et qui empêchaient le gardien sénégalais d'utiliser une serviette. Moi, j'ai trouvé ça absolument terrible. Alors, Enfin, faut savoir, Monsieur Cohen, qu'il y a eu des sanctions quand même qui sont tombées. Hein, la CAF a délivré des sanctions à 2 joueurs marocains, le capitaine Achraf Hakimi et l'autre joueur qui faisait le garde du corps là devant la serviette. bon, Ils ont quand même été sanctionnés hein, assez fortement. Bon. Voilà. Eh ben, écoutez, Monsieur Cohen, encore merci. Un Mais excellent je week-end vous en à vous. prie, à la semaine prochaine. Allez, à vendredi prochain. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Les amis, on est arrivé au terme de cette chronique hebdomadaire. Je vous invite à toutes celles et ceux qui sont arrivés en retard, qui ont pris le live en cours, à vous abonner à la chaîne Altitude sur YouTube. Vous pouvez revoir
en rediff. Et pour celles et ceux qui veulent faire un petit soutien à la chaîne, vous avez le petit lien sous le bandeau. Voilà, merci à tous. Un excellent week-end à vous. Et ben, vendredi prochain, même heure. Alors, on a eu un petit peu de retard, hein, je m'en excuse, c'était 19h30 normalement l'horaire, mais la semaine prochaine, si tout va bien, on sera là. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.